Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, j'ai encore ajouté un petit élément de décoration parce qu'on m'a offert ce dessin et j'en suis vraiment extrêmement heureuse. Il est très très beau, mais en plus, voilà, j'y tiens beaucoup, donc j'avais envie de le partager en fait. Je le trouvais tellement beau que j'avais envie de le partager. C'est un enfant qui m'a offert ça, j'étais très contente. Voilà. Enfant extrêmement doué, quand même. Il faut le reconnaître. Tout ça pour vous dire que je reprends la lecture d'Anna Karénine de Tolstoï et que j'en étais à la 5e partie, tout à fait. Oui, c'est ça. Au chapitre 14. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Je vous ai demandé si vous alliez bien. Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est difficile d'aller bien parfois, mais j'espère que c'est le cas. Eh ben ça commence comment? Pardon. Non, je vais essayer d'être plus positive que ça. J'espère vraiment que vous allez bien. Faites attention à vous, mais ça je le dirai à la fin. Et j'attaque la lecture, chapitre 14. Excusez-moi, 5e partie. Lévin était marié depuis près de 3 mois. Il était heureux, mais autrement qu'il ne l'avait pensé. Certains enchantements imprévus compensaient de nombreuses désillusions. La vie conjugale se révélait très différente de ce qu'il avait rêvé. Semblable à un homme qui, ayant admiré la marche calme et régulière d'un bateau sur un lac, voudrait le diriger lui-même, il sentait la différence qui existe entre la simple contemplation et l'action. Il ne suffisait pas de rester assis sans faux mouvement. Il fallait encore songer à l'eau sous ses pieds, manœuvrer sans la moindre distraction le gouvernail, soulever d'une main novice les lourdes rames, toutes choses sans doute fort intéressantes, mais en tout cas fort difficiles. Quand il était encore célibataire, les petites misères de la vie conjugale, querelles, jalousies, mesquines préoccupations, avaient bien souvent provoqué in petto ses sarcasmes. Jamais rien de semblable ne se produirait dans son ménage, jamais son existence intime ne ressemblerait, même dans ses formes extérieures, à celle des autres. Et voilà que ces mêmes petitesses se reproduisaient toutes et prenaient, quoi qu'il fît, une importance indiscutable. Bien qu'il s'imaginât posséder des idées bien à lui sur le mariage, il avait cru tout bonnement, comme la plupart des hommes, y rencontrer les satisfactions de l'amour sans y admettre aucun détail prosaïque. L'amour devait lui donner le repos après le travail et sa femme se contentait d'être adorée. Il oubliait complètement qu'elle aussi avait droit à une certaine activité personnelle. Grande fut sa surprise de voir cette exquise, cette poétique Kitty songer dès les premiers jours de leur vie commune au mobilier, à la literie, au linge, au service de la table, au cuisinier. Dès leur fiançailles, le refus péremptoire qu'elle avait opposé à l'offre d'un voyage de noces pour venir s'installer à la campagne avait froissé Lévin. Savait-elle donc mieux que lui ce qui leur convenait et comment pouvait-elle songer à autre chose qu'à leur amour ? Maintenant encore, il ne pouvait se faire à ce souci des détails matériels qui paraissaient inhérents à la nature de Kitty. Néanmoins, tout en la taquinant à ce sujet, il prenait plaisir à la voir surveiller la mise en place des nouveaux meubles arrivés de Moscou, donner à leurs 2 chambres un arrangement selon son goût, poser des rideaux, réserver telle pièce pour Dolly, telle autre pour les amis, installer sa camériste, commander les repas au vieux cuisinier, entrer en discussion avec Agathe Mikhailovna et lui retirer la garde des provisions. Le cuisinier souriait doucement en recevant des ordres fantaisistes, impossibles à exécuter, tandis que la vieille femme de charge secouait la tête d'un air pensif devant les nouvelles mesures décrétées par sa jeune maîtresse. Et celle-ci, moitié riant, moitié pleurant, venait se plaindre à son mari que Macha, sa camériste, ne pouvant perdre l'habitude de l'appeler mademoiselle, personne à cause de cela ne voulait la prendre au sérieux. Lévin souriait, mais tout en trouvant sa femme charmante, il eût préféré qu'elle ne se mêlât de rien. Il ne devinait pas qu'habituée chez ses parents à restreindre ses fantaisies, elle éprouvait une sorte de vertige en se voyant maîtresse d'acheter des montagnes de bonbons, de commander les entremets qui lui plaisaient, de dépenser son argent à sa guise.
Si elle attendait impatiemment l'arrivée de Dolly, c'était surtout pour lui faire admirer son installation et commander à l'intention des enfants les desserts que chacun d'eux préférait. Les détails du ménage l'attiraient invinciblement et, comme en provision des mauvais jours, elle faisait son nid à l'approche du printemps. Ce zèle pour des bagatelles, très contraire à l'idéal de bonheur rêvé par Lévin, fut par certains côtés une désillusion, tandis que cette même activité, dont le but lui échappait mais qu'il ne pouvait voir sans plaisir, lui semblait sous d'autres aspects un enchantement inattendu. Les querelles furent aussi des surprises. Jamais Lévin ne se serait imaginé qu'il pût exister entre sa femme et lui d'autres rapports que ceux de la douceur, du respect, de la tendresse. Cependant, ils se disputèrent dès les premiers jours. Kitty le traita d'égoïste, fondit en larmes, eut des gestes de désespoir. La première de ces querelles survint à la suite d'une course que Lévin fit à la nouvelle ferme. Ayant voulu prendre par le plus court, il s'égara et resta absent une demi-heure de plus qu'il n'avait dit. Tout en cheminant, il ne songeait qu'à Kitty, s'enflammait à l'idée de son bonheur. Il accourut au salon dans un état d'esprit voisin de l'exaltation qui s'était emparée de lui le jour de sa demande en mariage. Un visage sombre, qu'il ne connaissait pas, l'accueillit. Il voulut embrasser sa femme, elle le repoussa. « Qu'as-tu » ? « Ah, cela t'amuse, toi » commença-t-elle d'un ton froidement amer. Mais à peine eut-elle ouvert la bouche que l'absurde jalousie qui l'avait tourmentée pendant qu'elle attendait, assise sur le rebord de la fenêtre, éclata en paroles de reproche. Il comprit alors clairement pour la première fois ce qu'il n'avait pas bien saisi après la bénédiction nuptiale, à savoir que la limite qui les séparait était insaisissable et qu'il ne savait plus où commençait et où finissait sa propre personnalité. Ce fut un douloureux sentiment de scission intérieure. Sur le point de s'offusquer, il comprit aussitôt que Kitty ne pouvait lui porter injure en aucune manière, puisqu'elle était une partie de son moi. Ainsi, parfois, il vous arrive de ressentir dans le dos une vive douleur. Vous vous retournez, croyant à un coup et avide d'en tirer vengeance. Mais il vous faut reconnaître qu'il s'agit d'un simple heurt et supporter en silence le mal que vous vous faites à vous-même. Jamais par la suite Lévin ne devait éprouver si nettement cette impression. Il fut quelque temps à retrouver son équilibre. Il voulait démontrer à Kitty son injustice, mais en rejetant les torts sur elle, il l'eût irritée davantage. Un sentiment bien naturel lui commandait de se disculper, un autre, plus violent, de ne point aggraver le désaccord. Rester sous le coup d'une injustice était cruel, la froisser sous prétexte de justification plus fâcheuse encore. Souvent un homme assoupi lutte avec un mal douloureux dont il voudrait se délivrer et constate au réveil que ce mal est au fond de lui-même. Ainsi Lévin devait reconnaître que la patience était l'unique remède. La réconciliation fut prompte. Kitty, sans l'avouer, se sentait dans son tort. Elle se montra plus tendre et leur bonheur s'accrut. Pourtant, ces difficultés ne se renouvelèrent que trop souvent pour des raisons futiles, imprévues, parce que leur mauvaise humeur était fréquente et parce qu'ils ignoraient encore l'un et l'autre ce qui, pour l'un et l'autre, avait de l'importance. Ces premiers mois furent difficiles à passer. Le sujet le plus puéril provoquait parfois des mésintelligences dont la cause leur échappait ensuite. Chacun d'eux tiraillait de son côté la chaîne qui les liait. Et cette lune de miel dont Lévin attendait les merveilles ne leur laissa que des souvenirs affreusement pénibles. Tous deux cherchèrent par la suite à effacer de leur mémoire les 1000 incidents ridicules et honteux de cette période pendant laquelle ils se trouvèrent si rarement dans un état d'esprit normal. La vie ne devint plus régulière qu'au cours du 3e mois, après un séjour de quelques jours à Moscou. Chapitre 15. Ils étaient rentrés chez eux et jouissaient de leur solitude. Lévin, installé à son bureau, écrivait. Assise sur le grand divan de cuir qui de temps immémorial meublait le cabinet de travail, Kitty, vêtue d'une robe violette chère à son mari parce qu'elle l'avait portée dans les premiers jours de leur mariage, faisait de la broderie anglaise. Tout en écrivant et en réfléchissant, Lévin jouissait de la présence de sa femme. Il n'avait abandonné ni la conduite de son exploitation, ni la mise au point de son ouvrage sur la réforme agronomique. Mais, si naguère, comparées à la tristesse qui assombrissait sa vie, ses occupations lui avaient semblé misérables, combien plus insignifiantes lui apparaissaient-elles dans le rayonnement de son bonheur.
Il sentait son attention détournée vers d'autres objets et envisageait les choses sous un jour différent. L'étude, naguère encore le seul point lumineux de son existence enténébrée, mettait maintenant quelques touches sombres sur le fond par trop éblouissant de sa nouvelle vie. Une révision de son travail lui permit d'en constater la valeur, d'atténuer certaines assertions trop catégoriques, de combler plus d'une lacune. Il y ajouta un chapitre sur les conditions défavorables qui étaient faites en Russie à l'agriculture. À l'en croire, la pauvreté du pays ne tenait pas uniquement au partage inégal de la propriété foncière et à de fausses doctrines économiques, mais surtout à une introduction mal comprise et prématurée de la civilisation européenne. Les chemins de fer, œuvres politiques et non économiques, provoquaient un excès de centralisation, des besoins de luxe et par conséquent le développement de l'industrie au détriment de l'agriculture, l'extension exagérée du crédit et la spéculation. L'accroissement normal de la richesse d'un pays n'admettait ces signes de civilisation extérieure qu'autant que l'agriculture y avait atteint un degré de développement proportionnel. Tandis que Lévin écrivait, Kitty songeait à l'attitude étrange qu'avait eue son mari envers le jeune prince Tcharsky, lequel lui avait fait une cour un peu trop poussée la veille de leur départ de Moscou. « Il est jaloux, pensait-elle. Quel bêta! S'il savait que tous les hommes me sont si indifférents que Pierre le cuisinier. » Elle jetait cependant un regard de propriétaire sur la nuque et le cou vigoureux de son mari. « C'est dommage de l'interrompre, mais après tout, tant pis. Je veux voir son visage. Sentira-t-il que je le regarde? Je veux qu'il se retourne, je le veux, je le veux. » Et elle ouvrit les yeux tout grands, comme pour donner plus de force à son regard. Oui, ils attirent à eux toute la sève et donnent un faux semblant de richesse, marmonna Lévin en posant sa plume, car il sentait les yeux de sa femme fixés sur lui. Il se retourna. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en se levant. « Il s'est retourné, pensa-t-elle. « Rien, je voulais te faire retourner, répondit-elle en tâchant de deviner si ce dérangement le contrariait. Quelle joie d'être enfin seule. Pour moi du moins, dit-il en s'approchant d'elle, radieux de bonheur. Et pour moi aussi. Je me sens si bien ici que je n'irai plus nulle part, surtout pas à Moscou. À quoi pensais-tu? Moi? Je pensais... Non, non, retourne à tes travaux, ne te laisse pas distraire, répondit-elle avec une petite moue. J'ai besoin de couper maintenant tous ces œillets-là, tu vois? Elle prit ses ciseaux à broder. Non, dis-moi à quoi tu songeais, répéta-t-il en s'asseyant près d'elle et en suivant les mouvements de ses petits ciseaux. À quoi je pensais? À Moscou et à ta nuque. Comment ai-je fait pour mériter ce bonheur? Ce n'est pas naturel, c'est trop beau, dit-il en lui baisant la main. Mais non, plus c'est beau, plus c'est naturel. Tiens, tu t'es fait une natte, dit-il en lui tournant la tête avec précaution. Mais oui, regarde. Non, non, nous nous occupons de choses sérieuses. Mais les choses sérieuses étaient interrompues, et lorsque Kousma vint annoncer le thé, ils se séparèrent brusquement comme des coupables. « Est-on revenu de la ville » demanda Lévin au domestique. « À l'instant, on trie les paquets. »« Ne tarde pas, dit Kitty en se retirant. Sans cela, je lis les lettres sans toi. Ensuite, nous jouerons à 4 mains. » Resté seul, Lévin rangea ses cahiers dans un nouveau portefeuille, cadeau de sa femme, se lava les mains à un lavabo garni d'un élégant nécessaire, autre cadeau de sa femme, et, tout en souriant à ses pensées, il hochait la tête avec un sentiment qui ressemblait à un remords. Sa vie était devenue trop molle, trop douillette, il en éprouvait quelque honte. Ces délices de Capoue ne me valent rien, songeait-il. Voilà presque 3 mois que je flâne. Pour une fois que je me remets sérieusement au travail, je dois y renoncer. Je néglige même mes occupations ordinaires. Je ne surveille plus rien. Je ne vais nulle part. Tantôt j'ai du regret de la quitter, tantôt je crains qu'elle ne s'ennuie. Et moi qui croyais que jusqu'au mariage l'existence ne comptait pas, qu'elle ne commençait réellement qu'après, je n'ai jamais passé 3 mois dans une pareille oisiveté. Il faut que cela cesse. Bien entendu, ce n'est pas sa faute à elle, et on ne saurait lui faire le moindre reproche. J'aurais dû montrer de la fermeté, défendre mon indépendance d'homme. En continuant de la sorte, je finirais par prendre et par lui faire prendre de mauvaises habitudes. Un homme mécontent ne peut guère se défendre de rejeter sur quelqu'un et surtout sur ses proches la cause de ce mécontentement. Lévin se prit donc à songer qu'à défaut de sa femme, il pouvait à bon droit accuser la frivole éducation qu'elle avait reçue.
Cet imbécile de Tcharsky, elle n'a pas même su le tenir en respect. En dehors de ses petits intérêts de ménage, de sa toilette, de sa broderie anglaise, rien ne l'occupe. Aucune sympathie pour mes occupations, pour nos paysans, aucun goût pour la lecture, ni même pour la musique, bien qu'elle soit bonne musicienne. Elle ne fait absolument rien et se trouve néanmoins très satisfaite. En la jugeant ainsi, Lévin ne comprenait pas que sa femme se préparait à une période d'activité qui l'obligerait à être tout à la fois femme, mère, maîtresse de maison, nourrice, éducatrice. Il ne devinait pas qu'avertie de cette tâche future par un instinct secret, elle s'accordait ces heures d'insouciance et d'amour qu'elle apprêtait son nid dans l'allégresse. Chapitre 16. Je suis un peu proche, pardon. Ah, c'est pour ça que je m'étais rapprochée, je comprends mieux. Voilà, c'est pas grave. Chapitre 16. Lévin monta au premier, où il retrouva, devant un samovar en argent flambant neuf et un service à thé non moins nouveau, sa femme occupée à lire une lettre de Dolly avec qui elle entretenait une correspondance suivie. Assise non loin d'elle à une petite table, Agathe Mikhailovna prenait aussi le thé. « Vous voyez, Notre-Dame m'a fait asseoir auprès d'elle, dit la vieille femme avec un gentil sourire à l'adresse de Kitty. Ces mots prouvèrent à Lévin la fin d'un drame domestique. Malgré le chagrin qu'elle avait causé à la gouvernante en s'emparant des rênes du gouvernement, Kitty, victorieuse, était parvenue à se faire pardonner. « Tiens, voici une lettre pour toi, dit Kitty en tendant à son mari une missive dépourvue d'orthographe. C'est, je crois, de cette femme, tu sais, de ton frère. Je l'ai ouverte, mais je ne l'ai pas lue. En voici une autre de mes parents et de Dolly. Figure-toi que Dolly a mené Grisha et Tania à un bal d'enfants chez les Sarmatsky. Tania était en marquise. » Mais Lévin ne l'écoutait pas. Il prit en rougissant la lettre de Marie Nikolaïevna, l'ancienne maîtresse de Nicolas, et la parcourut. Cette femme lui avait déjà écrit une première fois pour le prévenir que Nicolas l'avait chassée sans qu'elle eût rien à se reprocher. Elle ajoutait avec une naïveté touchante qu'elle ne demandait aucun secours, bien que réduite à la misère, mais que la pensée de Nicolas Dmitrievitch la tuait. Que deviendrait-il faible et malade comme il était ? Elle suppliait son frère de ne pas le perdre de vue. Et voici qu'elle annonçait de plus graves nouvelles. Ayant retrouvé Nicolas Dmitrievitch à Moscou, elle en était partie avec lui pour un chef-lieu où il avait obtenu une place. Là, s'étant querellé avec un de ses chefs, il avait repris le chemin de Moscou, mais tombé malade en route, il ne se relèverait probablement plus. Il vous demande constamment, et d'ailleurs, nous n'avons plus d'argent. Lis donc ce que Dolly écrit de toi, commença Kitty, mais remarquant soudain la figure bouleversée de son mari, « Qu'as-tu ? Qu'est-il arrivé » s'écria-t-elle. « Cette femme m'écrit que Nicolas, mon frère, se meurt. Je vais partir. » Kitty changea de visage. Dolly, Tania en marquise, tout était oublié. « Quand comptes-tu partir » demanda-t-elle. « Demain. Puis-je t'accompagner » Kitty, quelle idée répondit-il sur un ton de reproche. « Comment quelle idée » dit-elle froissée de voir sa proposition reçue de si mauvaise grâce. « Pourquoi donc ne t'accompagnerais-je pas ? Je ne te gênerai en rien. Je pars parce que mon frère se meurt. Qu'as-tu à faire là-bas ? Ce que tu y feras toi-même. Dans un moment si grave pour moi, elle ne songe qu'à l'ennui de rester seule, se dit Lévin. Et cette insistance qu'il jugeait hypocrite le courrouça. « C'est impossible, répondit-il sèchement. Agathe Mikhailovna, voyant les choses se gâter, déposa sa tasse et sortit sans que Kitty le remarquât. Le ton de son mari l'avait blessée. Évidemment, il n'ajoutait pas foi à ses paroles. « Je te dis, moi, que si tu pars, je pars aussi, proclama-t-elle avec colère. Je voudrais bien savoir pourquoi ce serait impossible. Voyons, pourquoi dis-tu cela ? Parce que Dieu sait par quelle route j'arriverai jusqu'à lui, dans quelle auberge je le trouverai. Tu ne ferais que me gêner, dit Lévin, cherchant à garder son sang-froid. Aucunement, je n'ai besoin de rien. Où tu peux aller, je puis aller aussi. Quand ce ne serait qu'à cause de cette femme avec laquelle tu ne saurais te trouver en contact. Et peu m'importe qui je rencontrerai, je ne veux rien savoir de toutes ces histoires, je sais seulement que le frère de mon mari se meurt, que mon mari va le voir et que je l'accompagne pour... Kitty, ne te fâche pas et songe que dans un cas aussi grave qu'il m'est douloureux de te voir mêler à mon chagrin une véritable faiblesse, la crainte de rester seule. Si tu t'ennuies pendant mon absence, va à Moscou. Voilà comme tu es. Tu me supposes toujours des sentiments mesquins, s'écria-t-elle étouffée par les larmes de colère. Il s'agit bien de faiblesse.
Je sens qu'il est de mon devoir de ne pas abandonner mon mari dans un moment pareil, mais toi, tu te méprends volontairement sur mon compte, tu tiens à me blesser coûte que coûte. » « Mais c'est de l'esclavage !» s'écria en se levant Lévin, incapable de contenir plus longtemps son courroux. Mais au même instant, il comprit qu'il se fustigeait lui-même. « Pourquoi n'es-tu pas resté garçon? Tu serais libre. Oui, pourquoi t'es-tu marié si tu te repens déjà ?» Et elle se sauva au salon. Quand il vint la rejoindre, elle sanglotait. Il chercha des paroles susceptibles, sinon de la persuader, du moins de la calmer. Mais elle ne l'écoutait pas, résistait à tous ses arguments. Alors il se pencha sur elle, prit une de ses mains récalcitrantes, la baisa ses cheveux et encore sa main. Elle se taisait toujours. Mais quand enfin il lui prit la tête entre ses deux mains en lui disant « Kitty », elle s'adoucit, pleura et la réconciliation se fit aussitôt. On décida de partir ensemble dès le lendemain. Lévin se déclara convaincu qu'elle tenait uniquement à se rendre utile et qu'il n'y avait rien d'inconvenant à la présence de Marie Nikolaïevna auprès de son frère. Mais au fond du cœur, il s'en voulait, et il en voulait à sa femme. Chose étrange, lui qui n'avait pu croire au bonheur d'être aimé d'elle, se sentait presque malheureux de l'être trop. Mécontent de sa propre faiblesse, il s'effrayait à l'avance du rapprochement inévitable entre sa femme et la maîtresse de son frère. L'idée de voir sa Kitty en contact avec une fille le remplissait d'horreur et de dégoût. Chapitre 17. L'hôtel du chef-lieu où se mourait Nicolas Lévin était un de ces nouveaux établissements qui ont la prétention d'offrir à un public peu habitué à ces raffinements la propreté, le confort et l'élégance, mais que ce même public a vite transformé en de sinistres gargotes qui font regretter les malpropres auberges d'autrefois. Tout produisit à Lévin une fâcheuse impression. Le soldat en uniforme sordide qui servait de Suisse et fumait une cigarette dans le vestibule, l'escalier de fonte ajouré, sombre et lugubre, le garçon aux allures crânes et à l'habit souillé de taches, la table d'hôte ornée d'un hideux bouquet de fleurs en cire grise de poussière, l'état général de désordre et de malpropreté, et jusqu'à une activité pleine de suffisance qui lui parut tenir du ton à la mode introduit par les chemins de fer. Cet ensemble, bien fait pour rebuter de jeunes mariés, ne cadrait guère avec ce qui les attendait. Comme il est de règle en pareil cas, les meilleurs appartements se trouvèrent occupés par un inspecteur des chemins de fer, par un avocat de Moscou, par une princesse Astafiev. On leur offrit une chambre malpropre en les assurant que la pièce contiguë serait libre pour le soir. Les précisions de Lévin se réalisaient. Au lieu de courir vers son frère, il lui fallait installer sa femme. Il ne cacha point son dépit. « Va vite, dit-elle d'un air contrit dès qu'il l'eut mené à sa chambre. Il sortit sans mot dire et se heurta près de la porte à Marie Nikolaïevna qui venait d'apprendre son arrivée et n'osait point pénétrer dans la pièce. Elle n'avait pas changé depuis Moscou. La même robe de laine laissait à découvert son cou et ses bras. La même expression de bonhomie se lisait sur sa grosse face niaise et grêlée. « Eh bien, comment va-t-il ?»« Très mal. Il ne se lève plus et demande toujours après vous. Vous êtes avec votre épouse ?» Lévin ne devina pas tout d'abord ce qui la rendait confuse, mais elle s'expliqua aussitôt. « Je m'en irai à la cuisine. Il sera content, il se souvient de l'avoir vue à l'étranger. » Lévin comprit qu'il s'agissait de sa femme et ne sut que répondre. « Allons, dit-il. » Mais à peine avait-il fait un pas que la porte de sa chambre s'ouvrit et Kitty parut sur le seuil. Lévin rougit de contrariété en voyant sa femme les mettre tous deux dans une fausse position. Marie Nikolaïevna rougit bien plus encore. Prête à pleurer, elle se serra contre le mur, enveloppant pour se donner une contenance ses doigts rouges dans son fichu. Kitty ne pouvait comprendre cette femme qui lui faisait presque peur. Dans le regard qu'elle lui jeta, Lévin lut une expression de curiosité avide. Ce fut d'ailleurs l'affaire d'une seconde. « Eh bien, comment va-t-il » demanda-t-elle en s'adressant d'abord à son mari puis à cette femme. « Ce n'est vraiment pas ici un endroit où causer, » répondit Lévin en jetant des regards furibonds sur un monsieur qui arpentait lentement le corridor. « Eh bien, entrez, dit Kitty à Marie Nikolaïevna, qui se remettait peu à peu. Ou plutôt non, allez, et faites-moi chercher, ajouta-t-elle en voyant l'air atterré de son mari. Elle regagna sa chambre et Lévin se rendit chez son frère. Il croyait le trouver dans cet état d'illusion propre au phtisique.
qui l'avait frappé lors de la dernière visite de Nicolas, plus faible et plus maigre aussi, avec des indices d'une faim prochaine, mais ayant encore figure humaine. Il pensait bien être ému de pitié pour ce frère chéri et retrouver, plus fortes encore, les terreurs que lui avait naguère inspiré l'idée de la mort. Il s'était préparé à toutes ces choses, mais ce qu'il vit fut très différent de ce qu'il attendait. Dans une chambrette sordide, sur les murs de laquelle bien des voyageurs avaient dûment craché et qu'une mince cloison séparait mal d'une autre pièce où l'on causait, dans une atmosphère écœurante, il aperçut sur un lit légèrement écarté du mur un corps abrité sous une couverture. Une main énorme comme un râteau, bizarrement rattachée à une sorte de long fuseau, s'allongeait sur cette couverture. La tête, penchée sur l'oreiller, laissait apercevoir des cheveux rares que la sueur collait aux tempes et un front presque transparent. Est-il possible que ce cadavre soit mon frère Nicolas ? Pensa Lévin. Mais quand il fut près du lit, son doute cessa. Il lui suffit de jeter un regard sur les yeux qui accueillirent son entrée, sur les lèvres qui s'entr'ouvrirent à son approche, pour reconnaître l'affreuse vérité. Nicolas considéra son frère avec des yeux sévères. Ce regard rétablit les rapports entre eux. Constantine y sentit comme un reproche et eut des remords de son bonheur. Il prit la main du mourant, celui-ci sourit, mais ce sourire imperceptible n'atténua pas la dureté de son regard. « Tu ne t'attendais pas à me trouver ainsi, parvint-il à prononcer avec peine. « Oui, non, répondit Lévin s'embrouillant. Comment ne m'as-tu pas averti plus tôt, avant mon mariage ? Je t'ai fait rechercher en vain partout. » Il voulait parler pour éviter un silence pénible, mais son frère ne répondait pas et il le regardait sans baisser les yeux, comme s'il eût pesé chacune de ses paroles. Lévin se sentant mal à l'aise. Il annonça que sa femme était avec lui et Nicolas en témoigna sa satisfaction, ajoutant toutefois qu'il craignait de lui faire peur. Un silence suivit, puis tout à coup Nicolas se mit à parler et, à l'expression de son visage, Lévin crut qu'il allait lui faire une communication importante. Mais Nicolas se plaignit simplement du médecin et regretta de ne pouvoir consulter une célébrité de Moscou. Lévin comprit qu'il espérait toujours. Au bout d'un moment, Lévin se leva, prétextant le désir d'amener sa femme, mais en réalité pour se soustraire, ne fût-ce que quelques minutes, à l'angoisse qui l'oppressait. « C'est bon, je vais faire un peu nettoyer ici, ça ne doit pas sentir bon. Macha, viens mettre de l'ordre, dit le malade avec effort. Et puis, tu t'en iras, ajouta-t-il en interrogeant son frère du regard. Lévin sortit sans répondre, mais à peine dans le corridor, il se repentit d'avoir promis d'amener sa femme. En songeant à ce qu'il venait d'éprouver, il résolut de lui faire comprendre que cette visite était superflue. Qu'a-t-elle besoin de souffrir comme moi, se dit-il. Eh bien, demanda Kitty effrayée. C'est horrible, horrible. Pourquoi es-tu venue ? Kitty regarda son mari en silence, puis, le prenant par le bras, elle lui dit timidement. Kostia, mène-moi là-bas, ce sera moins dur pour nous deux. Conduis-moi et laisse-moi avec lui. Comprends donc que d'être témoin de ta douleur et de n'en pas voir la cause m'est plus cruel que tout. Peut-être lui serais-je utile et à toi aussi. Je t'en prie, permets-le-moi. Elle suppliait comme s'il se fût agi du bonheur de sa vie. Lévin, revenu de son émoi et oubliant l'existence de Marie Nikolaïevna, consentit à l'accompagner. Ce fut d'un pas léger et en montrant à son mari un visage courageux et aimant que Kitty pénétra dans la chambre de Nicolas. Après avoir refermé la porte sans le moindre bruit, elle s'approcha doucement du lit, se plaça de manière que le malade n'eût pas à détourner la tête, prit dans sa jeune main fraîche l'énorme main de son beau-frère et se mit à lui parler avec ce don, propre aux femmes, de manifester une sympathie qui ne blesse point. « Nous nous sommes rencontrés à Sodène, sans nous connaître, dit-elle. Vous ne vous doutiez guère que je deviendrais votre sœur. Vous ne m'auriez pas reconnue, n'est-ce pas ? Demanda-t-il. Son visage s'était éclairé d'un sourire en la voyant entrer. Oh que si, comme vous avez eu raison de nous appeler. Il ne se passait pas de jour que Kostia ne se souvint de vous et ne s'inquiéta d'être sans nouvelles.
L'animation de Nicolas dura peu. Kitty n'avait pas fini de parler que l'expression de reproche sévère du mourant pour celui qui se porte bien reparut sur ses traits. « Je crains que vous ne soyez pas très bien ici, » continua la jeune femme, se dérobant pour examiner la pièce au regard fixé sur elle. « Il faudra demander une autre chambre et nous rapprocher de lui, dit-elle à son mari. Chapitre 18. Lévin ne pouvant rester calme en présence de son frère, les détails de l'affreuse situation du mourant échappaient à sa vue et à son attention troublée. La saleté, le désordre, la puanteur de la chambre le frappaient sans qu'il crût possible d'y remédier. Il prêtait l'oreille aux gémissements de Nicolas, mais l'idée ne lui venait pas de regarder comment ce dos, ses reins, ses jambes décharnées, tous ces pauvres membres reposaient sous la couverture, de leur faire prendre une position moins douloureuse. La seule pensée de ces détails lui donnait le frisson, et le malade, devinant cette conviction d'impuissance, s'en irritait. Aussi Lévin ne faisait-il qu'entrer et sortir sous divers prétextes, malheureux auprès de son frère, plus malheureux encore loin de lui, et incapable de rester seul. Kitty comprit les choses tout autrement. Dès qu'elle fut près du malade, elle le prit en pitié, mais loin de provoquer comme chez son mari le dégoût ou l'effroi, cette compassion la porta à s'informer de tout ce qui pouvait adoucir ce triste état. Convaincue qu'elle devait apporter quelque soulagement à son beau-frère, elle n'en mit pas en doute la possibilité. Les détails qui répugnaient à son mari furent précisément ceux qui retinrent son intention. Elle fit quérir un médecin, envoya à la pharmacie, occupa sa femme de chambre et Marie Nikolaïevna à balayer, épousseter, laver, leur prêta elle-même la main, haussa l'oreiller du malade, fit apporter et emporter différentes choses. Sans se préoccuper de ceux qu'elle rencontrait sur son chemin, elle allait et venait de sa chambre à celle du malade, apportant draps, serviettes, chemises, têtes d'oreiller. Le garçon, qui servait à la table d'hôte le dîner de messieurs les ingénieurs, répondit plusieurs fois d'assez mauvaise grâce à son appel, mais elle donnait ses ordres avec une si douce autorité qu'il les exécutait quand même. Lévin n'approuvait pas ce mouvement. Il le jugeait inutile et craignait qu'il n'irritât son frère. Mais celui-ci restait calme et bien qu'un peu confus, et semblait suivre avec intérêt les gestes de la jeune femme. Lorsque Lévin rentra de chez le médecin où Kitty l'avait envoyé, il vit en ouvrant la porte qu'on changeait le linge du malade. L'énorme dos aux épaules proéminentes, les côtes et les vertèbres saillantes se trouvaient découverts, tandis que Marie Nikolaïevna et le garçon s'embrouillaient dans les manches de la chemise et ne parvenaient pas à y faire entrer les longs bras décharnés de Nicolas. Kitty ferma vivement la porte sans regarder du côté de son beau-frère, mais celui-ci poussa un gémissement et elle se hâta d'approcher. « Faites vite, dit-elle. »« N'approchez pas, murmura avec colère le malade. Je m'arrangerai seule. »« Que dites-vous » demanda Marie Nikolaïevna. Mais Kitty, qui avait entendu, comprit qu'il avait honte de se montrer à elle dans cet état. « Je ne regarde pas, dit-elle en l'aidant à introduire son bras dans la manche. Marie Nikolaïevna passait de l'autre côté du lit et aidez-nous. Et toi, dit-elle à son mari, va vite dans ma chambre, tu trouveras un petit flacon dans la poche de côté de mon nécessaire. Prends-le et apporte-le-moi. Pendant ce temps-là, nous achèverons de ranger. Quand Lévin revint avec le flacon, le malade était de nouveau couché et tout autour de lui avait changé d'aspect. L'air naguère vicié exhalait maintenant une bonne odeur de vinaigre aromatisé qui y avait répandu Kitty en soufflant dans un petit tube. La poussière avait disparu, un tapis s'étendait sous le lit. Sur un guéridon étaient rangées les fioles de médecine, une carafe, le linge nécessaire et la broderie anglaise de Kitty. Sur une autre table, près du lit, une bougie, des poudres, un verre d'eau. Le malade, lavé, peigné, étendu dans des draps propres et soutenu par plusieurs oreillers, était revêtu d'une chemise neuve dont le col blanc faisait ressortir l'extraordinaire maigreur de son cou. Une expression d'espérance se lisait dans ses yeux qui ne quittaient pas Kitty. Le médecin trouvé au club par Lévin n'était pas celui qui avait mécontenté Nicolas. Il ausculta soigneusement le malade, hocha la tête, écrivit une ordonnance et donna des explications détaillées sur les remèdes à prendre et la diète à observer.
Il conseilla des œufs frais, presque crus, et de l'eau de Cels avec du lait chaud à une certaine température. Quand il fut parti, le malade dit à son frère quelques mots dont celui-ci ne comprit que les derniers d'Akatia. Mais à son regard, Lévin devina qu'il faisait l'éloge de la jeune femme. Il l'appela ensuite Katia, comme il la nommait. « Je me sens déjà beaucoup mieux, dit-il. Si je vous avais eu auprès de moi il y a longtemps que je serais guéri. Ah, que je me sens bien. » Il chercha à porter jusqu'à ses lèvres la main de sa belle-sœur, mais, craignant de lui déplaire, il se contenta de la caresser. Kitty serra affectueusement cette main entre les siennes. « Tournez-moi du côté gauche maintenant et allez tous dormir, murmura-t-il. Seule Kitty comprit ce qu'il disait, parce qu'elle pensait sans cesse à ce qui pouvait lui être utile. « Tourne-le sur le côté gauche, c'est celui sur lequel il a coutume de dormir. »« Tourne-le toi-même, je ne suis pas assez forte et je ne voudrais pas charger le garçon de ce soin. »« Pouvez-vous le soulever » demanda-t-elle à Marie Nikolaïevna. « J'ai peur, répondit celle-ci. Quelque terrifié qu'il fût de soulever ce corps effrayant sous sa couverture, Lévin céda à la volonté de sa femme et, prenant cet air résolu qu'elle lui connaissait bien, passa ses bras autour du malade en l'invitant à passer les siens autour de son cou. L'étrange pesanteur de ses membres épuisés le frappa. Tandis qu'à grand-peine il changeait son frère de place, Kitty retourna et battit vivement l'oreiller et remit de l'ordre dans la chevelure plutôt rare de Nicolas, dont quelques mèches s'étaient de nouveau collées aux tempes. Nicolas retint une main de son frère dans la sienne et l'attira vers lui. Le cœur manqua à Lévin quand il se sentit la porter à ses lèvres pour la baiser. Il le laissa faire cependant, puis, secoué par les sanglots, sortit de la chambre sans pouvoir proférer un mot. Pardon. Chapitre 19. Chapitre 19. Je vais y arriver. Chapitre 19. Il a révélé au petit ce qu'il a caché aux sages et aux prudents, pensait Lévin en s'entretenant ce soir-là avec sa femme. Ce n'est pas qu'il se crut un sage en citant ainsi l'Évangile, mais d'une part force lui était de se reconnaître plus intelligent que sa femme et qu'Agathe Mikhailovna, et d'autre part il savait pertinemment que, s'il lui arrivait de songer à la mort, cette pensée le prenait tout entier. Ce mystère terrible, de grands esprits l'avaient sondé comme lui de toutes les forces de leur âme. Il avait lu leurs écrits, mais eux non plus n'en savaient pas aussi long sur ce chapitre que sa vieille bonne et sa Katia, comme l'appelait maintenant Lévin, suivant avec un plaisir manifeste l'exemple de Nicolas. Ces deux personnes, si dissemblables par ailleurs, offraient sous ce rapport une ressemblance parfaite. Toutes deux connaissaient sans éprouver le moindre doute le sens de la vie et de la mort et, bien que certainement incapables de répondre aux questions qui se posaient à l'esprit de Lévin, incapables même de les comprendre, elles devaient s'expliquer de la même façon le problème de la destinée et partager leur croyance à ce sujet avec des millions d'êtres humains. Pour preuve de leur familiarité avec la mort, elles savaient approcher les mourants et ne les craignaient point, tandis que Lévin et ceux qui pouvaient, comme lui, longuement discourir sur le thème de la mort, la redoutaient sans savoir pourquoi et ne se sentaient pas capables de secourir un moribond. Seul auprès de son frère, Constantine se fut contenté d'attendre sa fin avec épouvante. Il ne savait même pas où fixer ses regards, de quelle manière marcher, ni quelles paroles prononcer. Parler de choses indifférentes lui semblait blessant. Parler de choses tristes, impossible. Se taire ne valait pas mieux. Si je le regarde, il va croire que je l'observe. Si je ne le regarde pas, il croira que mes pensées sont ailleurs. Marcher sur la pointe des pieds l'agacera, et je me gêne de marcher librement. Kitty, au contraire, n'avait pas le temps de songer à elle-même. Uniquement occupée de son malade, elle semblait avoir le sens très net de la conduite à tenir et réussissait parfaitement dans tout ce qu'elle tentait. Elle racontait des détails sur son mariage, sur elle-même, lui souriait, le plaignait, le caressait, lui citait des cas de guérison. Son activité n'était d'ailleurs ni instinctive ni irréfléchie. Tout comme Agathe Mikhailovna, elle se préoccupait d'une question plus haute que les soins physiques.
En parlant du vieux serviteur qui venait de mourir, Agathe Mikhailovna avait dit « Dieu merci, il a reçu le bon Dieu, les saintes huiles. Dieu donne à tous une fin pareille. » De son côté, malgré ses soucis de linge, de potions, de pansements, Kitty trouva moyen dès le premier jour de disposer son beau-frère à recevoir les sacrements. Rentré dans son appartement à la fin de la soirée, Lévin s'assit, la tête basse, ne sachant que faire, incapable de songer à souper, à s'installer, à rien prévoir, hors d'état même de parler à sa femme tant était grande sa confusion. Kitty, au contraire, se montrait plus active, plus animée que jamais. Elle fit apporter à souper, défit elle-même les malles, aida à dresser les lits, qu'elle n'oublia pas de saupoudrer de poudre insecticide. Elle avait l'excitation, la rapidité de conception qu'éprouvent certains hommes avant une bataille ou encore à une heure grave et décisive de leur vie, lorsque l'occasion se présente de montrer leur valeur. Minuit n'avait pas sonné que tout était proprement rangé. Ces 2 chambres d'hôtel offraient l'aspect d'un appartement intime. Près du lit de Kitty, sur une table couverte d'un apron blanc, se dressait son miroir avec ses brosses et ses peignes. Lévin trouvait impardonnable de manger, de dormir, même de parler. Chacun de ses mouvements lui paraissait inconvenant. Kitty, au contraire, rangeait ses menus objets sans que son activité eût rien de blessant. Ils ne purent manger cependant et veillèrent tard, ne pouvant se résoudre à se coucher. « Je suis bien contente de l'avoir décidé à recevoir demain l'extrême-onction, dit Kitty, qui, vêtue d'une camisole de nuit, peignait devant son miroir de voyage ses cheveux parfumés. Je n'ai jamais vu administrer, mais maman m'a raconté qu'on disait des prières pour demander la guérison. »« Crois-tu une guérison possible ?» demanda Lévin en considérant par derrière la petite tête ronde de Kitty, dont la raie disparaissait dès qu'elle ramenait le peigne en avant. J'ai questionné le médecin. Il prétend qu'il ne peut vivre plus de 3 jours. Mais qu'en savent-ils ? Je suis contente de l'avoir décidé, dit-elle en lorgnant son mari à travers sa chevelure. Tout peut arriver, ajouta-t-elle avec l'expression de malignité que prenait son visage quand elle parlait des choses saintes. Jamais, depuis la conversation qu'ils avaient eue étant fiancés, ils ne s'étaient entretenus de questions religieuses. Mais Kitty n'en continuait pas moins à prier, à suivre les offices avec la tranquille conviction de remplir un devoir. Malgré l'aveu que son mari s'était cru obligé de lui faire, elle le croyait aussi bon chrétien, peut-être même meilleur qu'elle. Sans doute plaisantait-il en s'accusant du contraire, comme lorsqu'il la taquinait sur sa broderie anglaise. Les honnêtes gens font des reprises sur leurs trous, disait-il, mais toi, tu fais des trous par plaisir. Oui, cette Marie Nikolaïevna n'avait rien su arranger de tout cela, dit Lévin. Et, franchement, je suis très heureux que tu sois venu. Tu es trop pure pour que... Il lui prit la main sans oser la baiser. N'était-ce pas une profanation que ce baiser presque en face de la mort ? Mais regardant ses yeux brillants, il la lui serra d'un air contrit. « Tu aurais trop souffert tout seul, dit-elle, cependant que ses bras, qu'elle levait pour enrouler et attacher ses cheveux sur le sommet de sa tête, cachaient ses joues rouges de satisfaction. Cette femme ne sait pas s'y prendre, tandis que moi j'ai appris bien des choses à Soden. Y a-t-il donc des malades comme lui là-bas ? De plus malades encore. Tu ne saurais croire le chagrin que j'éprouve à ne plus le voir tel qu'il était dans sa jeunesse. C'était un si beau garçon. Mais je ne le comprenais pas alors. Je te crois. Je sens que nous aurions été amis, dit-elle. Et elle se retourna, les larmes aux yeux, vers son mari, toute stupéfaite d'avoir parlé au passé. Vous l'auriez été, répondit-il tristement. C'est un de ces hommes dont on peut dire avec raison qu'ils ne sont pas faits pour ce monde. En attendant, n'oublions pas que nous avons bien des journées de fatigue en perspective. Il faut nous coucher, dit Kitty après un regard à sa montre minuscule. Chapitre 20. La mort. Le malade fut administré le lendemain. Pendant la cérémonie, Nicolas pria avec ferveur. Une supplication passionnée se lisait dans ses grands yeux fixés sur l'image sainte qu'on avait placée sur une table à jeu recouverte d'une serviette de couleur. Lévin fut effrayé de voir son frère entretenir cette espérance. Le déchirement de quitter une vie à laquelle il tenait ne devant être que plus cruel.
Il savait d'ailleurs que Nicolas s'était affranchi de la religion, non par désir de vivre plus librement, mais sous la lente poussée des théories scientifiques modernes. Dû uniquement à des espoirs insensés de guérison que Kitty avait rendus plus vivaces par ses récits de cures miraculeuses, son retour à la foi ne pouvait être que temporaire et intéressé. Sachant tout cela, Lévin considérait avec angoisse ce visage transfiguré, cette main émaciée se soulevant à grand-peine jusqu'au front décharné pour faire un signe de croix, ses épaules saillantes et cette poitrine essoufflée qui ne pouvait plus contenir la vie qu'implorait le moribond. Pendant la cérémonie, Lévin fit ce qu'il avait fait 100 fois, tout incrédule qu'il était. « Guéris cet homme si tu existes, disait-il en s'adressant à Dieu, et tu nous sauveras tous deux. » Après avoir reçu l'extrême-onction, le malade se sentit beaucoup mieux. Pendant toute 1 heure, il ne toussa pas une seule fois. Il assurait, en souriant et en baisant la main de Kitty avec des larmes de reconnaissance, qu'il ne souffrait pas et sentait revenir ses forces et son appétit. Quand on lui apporta sa soupe, il se souleva de lui-même et demanda une côtelette. Bien que le simple aspect du malade démontrât l'impossibilité de la guérison, Lévin et Kitty passèrent cette heure dans une agitation qui tenait de la joie et de la crainte. « Il va mieux ? Oui, beaucoup mieux. C'est étonnant. Pourquoi cela ? Décidément, il va mieux, se chuchotait-il en souriant. L'illusion ne dura pas. Après un sommeil tranquille d'1 demi-heure, une quinte de toux réveilla le malade. Aussitôt les espérances s'évanouirent pour tous, à commencer par lui-même. Oubliant ce qu'il avait cru 1 heure plus tôt, honteux même de se le rappeler, il demanda qu'on lui fît respirer de l'iode. Lévin lui tendit un flacon recouvert d'un papier perforé. Pour se faire confirmer les paroles du médecin qui attribuait à l'iode des vertus miraculeuses, Nicolas regarda son frère du même air extatique dont il avait contemplé l'image. « Kitty n'est pas là ?» murmura-t-il de sa voix enrouée lorsque Lévin eut, à contre-cœur, répété les paroles du médecin. « Non, alors je puis parler. J'ai joué la comédie pour elle. Elle est si gentille. Mais entre nous, ce n'est plus nécessaire. Voilà la seule chose en quoi j'ai foi, dit-il en serrant la fiole de ses mains osseuses. Il se mit à aspirer l'iode avidement. Vers 8 heures du soir, pendant que Lévin et sa femme prenaient le thé dans leur chambre, ils virent accourir Marie Nikolaïevna, essoufflée, pâle, les lèvres tremblantes. « Il se meurt, balbutia-t-elle. J'ai peur qu'il ne passe tout de suite. » Tous deux coururent chez Nicolas et le retrouvèrent assis sur son lit, appuyé sur le coude, la tête baissée et son long dos ployé. « Qu'éprouves-tu » demanda à voix basse Lévin après un moment de silence. « Je m'en vais, répondit Nicolas, tirant à grand-peine les mots de sa poitrine, mais les prononçant encore avec une netteté surprenante. Sans relever la tête, il tourna les yeux du côté de son frère, dont il ne pouvait apercevoir le visage. « Katia, va-t'en » murmura-t-il encore. Lévin obligea doucement sa femme à sortir. « Je m'en vais » répéta le moribond. « Pourquoi t'imagines-tu cela » demanda Lévin pour dire quelque chose. « Parce que je m'en vais » répéta Nicolas, comme s'il eût pris ce mot en affection. « C'est la fin. » Marie Nikolaïevna s'approcha de lui. « Couchez-vous, vous serez mieux, dit-elle. »« Bientôt je serai couché tranquillement, mort, bougonna-t-il, non sans ironie. »« Eh bien, couchez-moi, si vous voulez. » Lévin remit son frère sur le dos, s'assit auprès de lui et, respirant à peine, examina son visage. Le mourant avait les yeux fermés, mais les muscles de son front s'agitaient de temps à autre comme s'il eût profondément réfléchi. Malgré lui, Lévin chercha en vain à comprendre ce qui pouvait se passer dans l'esprit du moribond. Ce visage sévère et le jeu des muscles au-dessus des sourcils laissaient entendre que son frère entrevoyait des mystères qui lui demeuraient inaccessibles. « Oui, oui, » proféra le mourant avec de longues pauses. « Attendez, c'est cela, » dit-il soudain comme si tout s'était éclairci pour lui. « Oh, Seigneur !» Il poussa un profond soupir. Marie Nikolaïevna lui tâta les pieds. Il se refroidit, dit-elle à voix basse. Le malade resta immobile un temps qui parut infiniment long à Lévin, mais il vivait encore et soupirait par instants. Fatigué de la tension de son esprit, Lévin ne se sentait plus à l'unisson du mourant et n'arrivait pas à comprendre ce que celui-ci avait voulu dire par cela.
c'est cela. Tout en n'ayant plus la force de penser à la mort, il se demandait ce qu'il allait avoir à faire. Fermer les yeux de son frère, l'habiller, commander le cercueil. Chose étrange, il se sentait froid et indifférent. Le seul sentiment qu'il éprouva était plutôt de l'envie, Nicolas ayant désormais une certitude à laquelle lui, Constantine, ne pouvait prétendre. Longtemps il resta près de lui, attendant la fin. Elle ne venait pas. La porte s'ouvrit et Kitty parut. Il se leva pour l'arrêter, mais aussitôt le mourant s'agita. « Ne t'en vas pas, dit Nicolas en étendant la main. Lévin prit cette main dans la sienne et fit un geste mécontent à sa femme pour la renvoyer. Il attendit ainsi une demi-heure, 1 heure, puis 1 heure encore. Il ne songeait plus qu'à des choses indifférentes. Que faisait Kitty? Qui pouvait bien demeurer dans la chambre voisine? Le médecin avait-il une maison à lui? Puis il eut faim et sommeil. Il dégagea doucement sa main pour toucher les pieds du mourant. Ils étaient froids, mais Nicolas respirait toujours. Lévin essaya de se lever et de sortir sur la pointe des pieds. Le malade s'agita et répéta « Ne t'en vas pas ». Le jour parut. « Ne t'en vas pas ». Le jour parut et la situation restait la même. Lévin abandonna, sans le regarder, la main du moribond, rentra dans sa chambre et s'endormit. À son réveil, au lieu d'apprendre la mort de son frère, on lui dit qu'il avait repris connaissance, s'était assis dans son lit, avait demandé à manger, qu'il ne parlait plus de la mort mais exprimait l'espoir de guérir, tout en se montrant plus sombre, plus irrité que jamais. Personne ne parvint à le calmer. Il accusait tout le monde de ses souffrances, réclamait un célèbre médecin de Moscou et, à toutes les questions qu'on lui faisait sur son état, répondait qu'il souffrait d'une façon intolérable. Comme les plaies s'avivaient et qu'il devenait difficile de les panser, son irritation ne fit qu'augmenter. Kitty elle-même fut impuissante à l'adoucir et Lévin s'aperçut qu'elle était à bout de force, au moral comme au physique, bien qu'elle ne voulût pas en convenir. L'attendrissement causé l'autre nuit par les adieux de Nicolas à la vie avait cédé la place à d'autres sentiments. Tous savaient la fin inévitable, tous voyaient le malade mort à moitié, tous en étaient venus à souhaiter la fin aussi prompte que possible. Ils n'en continuaient pas moins à donner des potions, à faire chercher le médecin et des remèdes. Mais ils se mentaient à eux-mêmes et cette vile, cette sacrilège dissimulation était plus douloureuse à Lévin qu'aux autres parce qu'il aimait Nicolas plus tendrement et que rien n'était plus contraire à sa nature que le manque de sincérité. Lévin, depuis longtemps poursuivi par le désir de réconcilier ses 2 frères, fût-ce à l'article de la mort, avait prévenu Serge Ivanovitch. Celui-ci répondit et Lévin lut la lettre au malade. Serge ne pouvait venir, mais il demandait pardon à son frère en termes touchants. Nicolas garda le silence. « Que dois-je lui écrire » demanda Lévin. « J'espère que tu ne lui en veux pas. »« Non, pas du tout, » répondit le malade d'un ton contrarié. « Écris-lui qu'il m'envoie le docteur. » 3 jours cruels passèrent encore. Le mourant restait dans le même état. Tous les habitants de l'hôtel, depuis le patron et les garçons jusqu'à Lévin et Kitty, sans oublier le médecin et Marie Nikolaïevna, n'avaient plus qu'un désir, sa faim. Le malade seul ne l'exprimait pas et continuait à demander le médecin de Moscou à prendre des remèdes et à parler de rétablissement. Dans les rares minutes où l'opium le plongeait dans un demi-sommeil, il confessait pourtant ce qui pesait à son âme plus encore qu'à celle des autres. Ah, si cela pouvait finir. Ses souffrances, toujours plus intenses, faisaient leur œuvre en le préparant à mourir. Chaque mouvement était une douleur. Pas un membre de ce pauvre corps qui ne causât une torture. Tout souvenir, toute pensée, toute impression répugnait au malade. La vue de ceux qui l'entouraient, leurs discours, tout lui faisait mal. Chacun le sentait, nul n'osait se mouvoir ou s'exprimer sans contrainte. La vie se concentra pour tous dans le sentiment des souffrances du moribond et dans le désir ardent de l'en voir délivré. Il touchait à ce moment suprême où la mort devait lui paraître souhaitable comme un dernier bonheur. Toutes les sensations comme la faim, la fatigue, la soif, qui jadis, après avoir été souffrance ou privation, lui causaient, une fois satisfaites par les fonctions du corps, une certaine jouissance, n'étaient plus que douleur. En conséquence, il ne pouvait aspirer qu'à être débarrassé du principe même de ces maux, de son corps torturé.
Mais, comme il ne trouvait point de paroles pour exprimer ce désir, il continuait par habitude à réclamer ce qui le satisfaisait autrefois. « Couchez-moi sur l'autre côté, demandait-il, et aussitôt couché, il voulait revenir à sa position première. « Donnez-moi du bouillon, remportez-le. Pourquoi vous taisez-vous? Racontez-moi quelque chose. » Et sitôt qu'on ouvrait la bouche, il reprenait une expression de fatigue, d'indifférence et de dégoût. Le 10e jour après son arrivée, Kitty tomba malade. Elle éprouvait des maux de tête et de cœur et ne put se lever de la matinée. Le médecin déclara que c'était l'effet de la fatigue et des émotions. Il prescrivit le calme et le repos. Elle se leva cependant après le dîner et se rendit, comme de coutume, chez le malade avec son ouvrage. Nicolas lui lança un regard sévère et sourit avec dédain quand elle lui dit qu'elle avait été souffrante. Toute la journée, il ne cessa de se moucher et de gémir. « Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-elle. « Plus mal, répondit-il. Je souffre. Où souffrez-vous ? Partout. Vous verrez que cela finira aujourd'hui, dit Marie Nikolaïevna à voix basse. Lévin la fit taire, craignant que son frère, dont Louis était devenu très sensible, ne l'entendît. Il se tourna vers le mourant, qui avait bien entendu, mais sur lequel ces mots ne produisirent aucune impression, car son regard demeurait grave et fixe. « Qu'est-ce qui vous le fait croire » demanda Lévin après avoir emmené Marie Nikolaïevna dans le corridor. « Il se dépouille. »« Comment cela ?»« Comme ça, dit-elle en tirant sur les plis de sa robe de laine. » Lévin avait en effet remarqué que toute la journée le malade avait tiré ses couvertures comme s'il eût voulu s'en dépouiller. Marie Nikolaïevna avait prédit juste. Vers le soir, le malade n'eut plus la force de soulever les bras, et son regard immobile prit une expression d'attention concentrée qui ne changea pas lorsque Kitty et son frère se penchèrent vers lui afin qu'il pût les voir. Kitty fit venir le prêtre pour dire les prières des agonisants. Le malade ne donna d'abord aucun signe de vie, mais, vers la fin des prières, il poussa tout à coup un soupir, s'étendit et ouvrit les yeux. Quand il eut achevé ses oraisons, le prêtre posa la croix sur ce front glacé, l'enveloppa lentement dans son étole et, après quelques instants de silence, toucha des doigts l'énorme main exsangue du moribond. « C'est fini, dit-il enfin, voulant s'éloigner. Soudain, les lèvres collées de Nicolas eurent un léger tressaillement, et du fond de sa poitrine sortirent ces paroles qui résonnèrent nettement dans le silence. « Pas encore. Bientôt. » Au bout d'1 minute, le visage s'éclaircit, un sourire se dessina sous la moustache, et les femmes s'empressèrent de commencer la dernière toilette. Devant ce spectacle, toute l'horreur de Lévin pour la terrible énigme de la mort se réveilla avec la même intensité que pendant la nuit d'automne où son frère était venu le voir. Plus que jamais, il se sentit incapable de sonder ce mystère. Mais cette fois, la compagnie de sa femme l'empêcha de tomber dans le désespoir, car, malgré la présence de la mort, il éprouvait le besoin de vivre et d'aimer. L'amour seul le sauvait et devenait d'autant plus fort et plus pur qu'il était menacé. À peine Lévin eut-il vu s'accomplir ce mystère de mort, qu'auprès de lui un autre mystère, également insondable, mais d'amour et de vie celui-là, s'accomplit à son tour. Le médecin déclara que Kitty était enceinte, ainsi qu'il l'avait supposé dès l'abord. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà, voilà. Alors, quelques poèmes. J'avais une chanson, mais je sais pas si je suis trop... J'avais pris les paroles d'une chanson. Je sais pas si je suis trop d'humeur à chanter. Voyons cela. Non, je ne crois pas. Non, pas de chanson ce soir. Allez. Je vous avais parlé d'un poème d'Hermann Hesse.
je n'avais pas le recueil ici en fait, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Et je me suis dit que j'allais vous le lire aujourd'hui sans savoir ce que j'allais lire. Et il me semble que c'est pas mal. Le vieil homme et ses mains. Patient, il suit la route de sa longue nuit. Il attend, il veille, écoute. Et sur le drap, devant lui, main gauche et droite sont là. Serviteurs perdus et là. Et voici qu'il rit sans bruit, peur de les réveiller, sans doute. Plus que d'autres ici-bas, elles ont fait leur ouvrage dans le printemps de leur âge. Les tâches ne manquent pas, mais aujourd'hui, ce qu'espèrent ces compagnes familières, c'est la paix, devenir terre, lasse de toujours servir, acceptant de se flétrir. Peur de les réveiller sans doute, le maître leur rit sans bruit. La longue vie semble courte, long le chemin d'une nuit. Lorsque vient l'heure où tout cesse, main d'enfant, d'adolescent, celles d'hommes vieillissants dans le soir se reconnaissent. Et nuit de veille, pâle nuit de feu au dehors, la lune au bois va disparaître. Pourquoi ce douloureux effort me fait pencher à ma fenêtre? J'ai dormi, j'ai rêvé pourtant. Quelle voix dans la nuit m'appelle? Aurais-je oublié, me dit-elle, quelque soin, quelque acte important? Ah, je voudrais m'enfuir et suivre, quittant pays, jardin, maison, ce magique appel qui m'enivre, toujours plus loin, vers l'horizon. Mais c'était donc le chêne amputé. Où es-tu, chêne amputé? Wir haben sie dir, Baum, verschnitten. Non, je ne sais plus. Chêne amputé. Pauvre arbre, comme ils t'ont taillé. Quelle étrange et triste figure. Tu n'es plus, sans foi cisaillée, que défi, que volonté pure. Comme toi tronqué, tourmenté, sans me briser ma vie entière, jour après jour j'ai résisté, dressant mon front dans la lumière. Ce qui fut en moi doux, sensible, le monde l'a crucifié. Mais mon être est indestructible. Je vis heureux, pacifié. Je pousse mes feuilles nouvelles, malgré mes rameaux douloureux, toujours dans mes peines cruelles, de ce monde absurde, amoureux. Voilà, ça c'est un poème que j'aime beaucoup. Ma plus que reine, Bernard Chambaz. Pardon. 64. D'être contraint à la rêverie, je saute à nouveau et à pieds joints sur les asphodèles, et quand Williams évoque un sentiment d'urgence, il serait temps de se lancer dans un long poème avec une coda, sans forcément revenir à nos premiers bouquets, à l'ourlet de velours sur ta robe de mariée et aux douceurs en dessous, mais pourquoi pas repartir à mon tour d'un bon pas de l'Iliade, de ces temps reculés, résumant les époques et nos vies à quelques moments anodins et lumineux. Alors je pourrais confirmer au passage ceci: de tes sourires et d'autres petits riens, ma vie secrète s'est nourrie. Et que l'amour qui nous lie, c'est tout, que ce ne sont pas seulement des mots, malgré qu'en général on ne dit pas des choses pareilles, à part Williams et moi. Et que nous dormions nus la nuit encore à notre âge,
ne regarde personne d'autre que nous, ni n'estompe l'impétuosité, même si je ne suis pas stupide, je sais que nous avons vieilli, que nos corps et nos âmes en portent les stigmates. Je sais aussi, je le vois, ce qui n'a pas changé. Tes clavicules si fines, la douceur de la peau sous le nombril, la douceur en dessous, qui ne se dément pas, l'abandon à une volupté suzeraine, et ton visage, à ce moment-là, est absolument comme il était il y a 30 ou 40 ans. Personne ne m'aimera d'avoir osé écrire à quel point j'avais aimé. Tant pis. Oui. À quel point je t'aurais aimé. Magnifique. Mario Benedetti. J'en ai plusieurs. Ne te préserve pas. Ne reste pas immobile, tout au bord du chemin, ne fige pas la joie, ne désire pas à contre-cœur, ne préserve pas maintenant, ni jamais, ne te préserve pas. Ne te remplis pas de calme, ne réserve pas dans le monde juste un petit coin tranquille, ne laisse pas choir tes paupières pesantes comme un jugement, ne reste pas sans parler, ne dors pas sans rêver, ne pense pas sans saigner, ne juge pas sans le temps. Mais si, malgré tout, tu ne peux l'éviter, si tu figes la joie, si tu désires à contre-cœur, si tu t'épargnes maintenant, te remplis de calme et réserve dans le monde juste un petit coin tranquille, si tu laisses choir tes paupières pesantes comme un jugement, si tu te dessèches sans parler, si tu dors sans rêver, si tu penses sans saigner et juges sans le temps, si tu restes immobile tout au bord du chemin et que tu te préserves, alors ne reste pas avec moi. Passons à marcher. Quand tu sentiras ta blessure saigner, quand tu sentiras ta voix sangloter, compte sur moi. D'après une chanson de Carlos Puebla. Partenaire, tu sais que tu peux compter sur moi. Pas jusqu'à 2 ou jusqu'à 10, mais compter sur moi. Si jamais tu te rends compte que je te regarde dans les yeux et qu'une lueur d'amour se devine dans les miens, ne saisis pas tes fusils, ne pense pas que je délire, malgré la lueur, ou peut-être parce qu'elle existe, tu peux compter sur moi. Si d'autres fois tu me trouves renfrogné sans raison, ne te dis pas quelle faiblesse, tu peux aussi compter sur moi. Mais passons à marcher. J'aimerais compter sur toi. C'est si beau de savoir que tu existes. Cela fait se sentir vivant. Et quand je dis cela, je veux dire pouvoir compter, même si c'est jusqu'à 2, même si c'est jusqu'à 5, pas sur le fait que tu t'empresses de venir à mon secours, mais sur celui de savoir avec certitude que tu sais que tu peux compter sur moi. Encore et toujours. Je n'y crois toujours pas. Tu arrives à mes côtés, et la nuit est une poignée d'étoiles et de joie. Je palpe, je goûte, j'entends, je vois ton visage, ton pas plein d'allant, tes mains, et cependant, je n'y crois toujours pas. Ton retour a tellement à voir avec toi et avec nous, que je l'annonce le devançant et je le chante au cas où. Personne ne te remplace, oh non, et les choses les plus triviales deviennent fondamentales dès que tu rentres à la maison. Cependant, à chaque fois, je doute de cette bénédiction parce que le bonheur de t'avoir là me semble être une illusion. Mais tu viens, c'est assuré. Tu viens avec ton regard pur et c'est pourquoi ton arrivée rend magique le futur
Et même si je ne comprends pas toujours mes erreurs et mes déceptions, je sais qu'au creux de tes bras, le monde a une signification. Et si j'embrasse la témérité et le mystère de tes lèvres nues, il n'y aura ni doute ni goût superflu, je t'aimerai plus encore et toujours. Intimité. Nous rêvons ensemble, ensemble nous nous réveillons. Le temps fait ou défait, et dans l'intervalle, ton rêve n'a aucune importance, ni le mien. Nous sommes maladroits ou trop prudents. Nous pensons qu'elle ne tombera pas, cette mouette. Nous croyons qu'elle est éternelle, cette incantation, que la bataille est à nous deux ou à aucun de nous. Ensemble nous vivons, nous succombons ensemble, mais cette destruction est une farce, un détail, une rafale, un vestige, une ouverture et une fermeture du paradis. Désormais notre intimité est tellement immense que la mort la cache dans son néant. Je veux que tu me parles du deuil que tu sais, que tu t'es, du deuil que tu t'es. Pour ma part, je t'offre mon ultime confiance. Tu es seul, je suis seule, mais parfois, la solitude peut être une flamme. J'ai très mal lu. Est-ce que j'essaie cette chanson? Je vais peut-être essayer cette chanson, mais ce sera faux. Je vous l'annonce tout de suite. Ce sera faux et mauvais. Allons-y. J'ai hésité entre plusieurs. Bon, on s'en fiche. I was born by the river in a little tent home, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown, and somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down my knees. There been time that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. Sans savoir ce que j'allais lire, en fait,
même si elle a bien sûr cette chanson est beaucoup plus importante que ça, mais en même temps, elle résonne bien avec la lecture d'aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est fini pour moi aujourd'hui. Enfin, c'est fini pour moi aujourd'hui. C'est pas la fin, c'est juste la fin de la lecture. Pardon, j'ai un humour assez... Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée, une bonne nuit. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci encore.